Dans le nord de la Géorgie, des petits villages de montagnes clairsemés bordent la Russie. Chatili, bourgade édifiée à l'époque médiévale, n'est qu'à 4 km de la frontière. Aujourd'hui, moins de 3000 personnes vivent dans cette région reculée. Jusqu'au siècle dernier, rares étaient les étrangers à s'aventurer jusque-là. De fières montagnes se dressent en sentinelle autour de la vallée. Un petit village moyenâgeux semble tout droit taillé dans le flanc de la falaise. La vie là-bas est imprégnée de coutumes et de rituels pré-chrétiens. Salomé Tsiska-Raoli travaille dans un centre culturel à Tbilissi. Elle supervise de nombreux projets visant à conserver le patrimoine culturel de la Géorgie, et notamment celui-ci. Cette tour de guet appartient à la famille Tsiska-Raoli. Quand j'ai découvert cette tour de guet il y a seulement 5 ans, ma première réaction a été de remercier en pensée ceux qui l'avaient construite. Ça remonte au 15e ou au 16e siècle, personne ne sait au juste. Cela mériterait d'être étudié. Mais quand j'ai vu toutes ces fissures qui serpentaient le long de la tour, comme des balafres, ça m'a fait beaucoup de peine. Salomé a obtenu des aides et collabore avec une équipe d'archéologues polonais. Dans le cadre de leurs recherches, ils travaillent actuellement à la réalisation d'un modèle 3D de la tour. Après ça, la tour de guet sera totalement restaurée. Cette année, nous avons eu beaucoup de difficultés à acheminer le matériel, notamment à cause de la crue, car il n'y a pas de route goudronnée entre ici et Achieli. La zone n'est accessible qu'en été. Le reste de l'année, on ne peut pas franchir le col. C'est pourquoi le temps nous était compté. Essayez de garder le mètre bien tendu. Le chercheur Przemysław Nokun enseigne à l'Institut d'archéologie de Cracovie. Il est venu jusqu'ici avec ses collègues pour préserver le patrimoine du village. Aussi incroyable que ça puisse paraître, il y avait un village juste ici, il y a moins de 100 ans. Aujourd'hui, il n'en reste que les vestiges de quelques murs. Le dialogue avec les populations autochtones est un élément clé de la sauvegarde du patrimoine culturel. L'un d'entre nous est donc chargé de rencontrer les habitants du village avec Salomé pour les questionner sur leurs souvenirs, ou parfois même sur les légendes locales qui font partie du folklore. Tu peux le fixer ici, Sacha. Salomé, un peu plus bas, s'il te plaît. Place le mètre sur la petite croix marquée dans la pierre. Merci. Sacha, tu devrais être sur le point numéro 4. Oui, 4,6. Cette tour de guet fait partie des rares qui soient encore debout dans la région. La frontière russe se trouve juste derrière le village. Dans cette zone, la population a toujours été directement exposée aux tensions entre les deux pays. Toute ma famille est partie s'installer à Dedoplitskaro. Non par choix, mais parce qu'entre 1956 et 1957, nos voisins russes avaient décrété que la région montagneuse devait être vidée de ses habitants. Y compris les montagnes de Revsureti. Pile sur la marque, Salomé. Je suis arrivée ici très tard.
J'ai donc découvert tardivement mon patrimoine culturel. Je tiens énormément à ce que mes enfants et mes petits-enfants puissent un jour voir cette tour. Salomé Tsiskaraoli prévoit une restauration sur 4 ans. Son souhait par la suite serait de venir chaque année passer l'été dans cette région frontalière. La vallée d'Archoti est l'une des régions les plus enclavées de Géorgie. Bien qu'habitée, elle a été inaccessible en voiture pendant très longtemps. Quiconque voulait s'y rendre devait monter à cheval ou prendre l'hélicoptère. Son unique route a été tracée il y a quelques années. C'est dans cette vallée que se trouve Amra, le dernier village avant les montagnes. Pata Tsiklaori vit quasiment seul ici. Une fois par an, la vie reprend pour la fête d'Aten Genoba. Cette fête est synonyme de convivialité. Les hommes s'occupent de la majeure partie des préparatifs. La famille de Pata vient également de Tbilissi. C'est comme avant. Ah, je ne sais plus trop. Parfois le contact humain me manque. Parfois je suis bien content d'être tout seul. Le trajet pour rejoindre la ville est si difficile que presque toute la famille est partie dans les années 1990. La plupart des maisons sont tombées en ruine. Pata, 52 ans, est né et a grandi dans ce village. Il y avait de nombreuses fêtes ici dans le temps. Je continue de brasser de la bière. Mais il n'y a plus personne pour la boire. Aujourd'hui, les gens ne sont que de passage. Les rituels de la fête comprennent un sacrifice animal. Aujourd'hui, c'est un mouton. On peut le mettre à cuire. Le repas est préparé dans ce que l'on appelle la cabane à bière. Seuls les hommes y ont accès. Salomé Tsiskaraoli profite de la fête pour faire une pause dans ses travaux de restauration. Vous êtes chez vous? Pata! Bonjour. Je peux entrer? Comment allez-vous? Bien. Asseyez-vous. C'est la première fois que j'assiste à la fête de l'Aten Genoba à Amra. On m'a dit qu'elle commençait aujourd'hui. Elle est censée durer 2 jours. Et je sais qu'elle se terminera chez nous à Achieli. La Géorgie est un pays viticole, mais dans le nord du pays, les gens préfèrent la bière. Ici, la bière de seigle traditionnelle est artisanale. Les brasseries n'existent pas. Le premier verre se boit d'une traite.
Les seuls mets que les femmes soient autorisées à préparer pour la fête sont les kadas, des brioches faites à base de farine, de beurre fondu et de fromage. Sandwa Tsiklaori, la mère de Pata, les prépare dans sa pièce à vivre. Sandwa a oublié son âge exact. Elle pense avoir dans les 80 ans. J'ai tout appris de mes sœurs et de ma mère. Mes sœurs étaient plus âgées. Elles m'ont transmis beaucoup de choses que j'ai ensuite montrées aux enfants des voisins. C'est comme ça qu'on apprenait avant. Assez parlé pour aujourd'hui, j'ai encore du travail. Donne, je le prends. Attention, c'est lourd. Pas de problème, je peux le faire. Merci. D'accord. Ça vient. J'apporte la bière, les filles. Alors, qui goûte en premier? Je sers la première tasse. Je me lance. Je vous souhaite à toutes de vivre encore plein de belles choses. Merci. Ce qui fait le charme de nos villages, ce sont ces petites fêtes religieuses. Les gens d'ici ont leur propre conception de la religion et de la famille. Et c'est cette particularité qui fait que nos petits villages se distinguent des autres communautés. Pourquoi je reste? Comment dire? Je ne peux pas tout laisser derrière moi. Je suis né ici, j'ai grandi ici et je vieillirai ici. Quand je mourrai, je sais que mes enfants ne viendront plus. Je ne peux donc pas partir, mais je ne le veux pas non plus. La région montagneuse ne s'est pas encore développée sur le plan touristique. Quiconque s'aventure dans le nord de la Géorgie ne trouvera que vestiges du passé et nature à l'état pur. Lena et Gaga Chetekaori se sont rencontrés lors d'une excursion dans le Caucase. Tous deux étudient en Allemagne. La famille passe désormais ses étés dans la région et y construit une maison de vacances. Gaga est étudiant en botanique. Il explore le versant nord du Caucase pour ses études. Celle-ci n'est pas dans les livres. Elle n'a pas de petite bande violet foncé. On a déjà vu la Godiata. Ah non, c'est la Genzianella caucasea. On a déjà recensé 90 espèces. Moi qui pensais n'en trouver que 40 ou 50, on va bientôt manquer de papier. So first start On recommence?
Quelle épaisseur de feuilles on recherche exactement? On a eu une crue importante dans la région il y a 4 semaines. L'hélicoptère a dû venir nous chercher en urgence car on ne pouvait plus repartir en voiture. C'était une sacrée aventure. Je n'avais jamais rien vécu de pareil. Le taux d'azote exact est de 0,761. C'est la première fois que je fais ce genre de recherche sur le terrain. C'est très compliqué, mais je suis fier d'avoir compris assez vite quelle famille de plantes pousse dans la région. Ici, il n'y a pas d'électricité. Quand la nuit tombe, on n'a plus que notre petite lampe solaire pour nous éclairer. Mais ce n'est pas un problème, car on a un réchaud pour nos repas. C'est l'aventure, mais c'est ce que je voulais. Ils resteront là-haut jusqu'à l'automne, puis retourneront à l'université. Toutes les routes ne sont pas sans danger. Les tempêtes peuvent causer d'importants dégâts dans le parc. Cette année, Tengiz Zviadaori est beaucoup plus occupé que d'habitude. Je vous emmène dans un canyon du parc national de Pshafrev-Sureti, pas loin du village d'Ardoti. Notre tâche du jour est de réparer une passerelle. Je fais ça avec d'autres gardes forestiers. Sans ces passerelles, on aurait les pieds trempés. L'État, il va sûrement nous falloir de la corde et du fil. Dans cette région, les gardes frontières s'impliquent bien souvent aussi dans la protection de la nature. J'ai moi-même été garde frontière pendant près de 10 ans. Puis quand le parc national a été fondé, je suis resté fervent défenseur de la nature. Elle est magnifique. On fait partie de la nature. On va placer une extrémité ici, l'autre là. Et puis on fixera les planches avec des clous. Traverse pour voir. On va couper ici. Il nous faut environ 4 mètres de bois droit. Aussi droit possible, même si ça ne l'est jamais tout à fait. Par ici. Tiens, Eldar, regarde. Tire vers toi.
Plus haut et tourne. C'est déjà le 5e pont construit au printemps dernier qu'il faut réparer. Les intempéries ont fait de gros dégâts, surtout la crue. Sans ces ponts, certains villages seraient coupés les uns des autres et même les gardes forestiers ne pourraient plus y accéder. Cette année, on n'a presque pas eu de printemps. On est passé directement de l'hiver à l'été. L'automne a été très chaud, puis au printemps suivant, il a plu sans discontinuer pendant presque un mois. On ne peut plus prévoir la météo. Ce que nos ancêtres nous ont appris n'a plus cours aujourd'hui. On va prendre celui-là et lui scier les branches. Les prochains visiteurs ne devraient plus avoir de problème, au moins jusqu'au printemps. Tant qu'ils ont les pieds au sec, c'est l'essentiel. Une tempête se prépare. Les gardes forestiers trouvent refuge chez le frère de Tengiz. On a bien travaillé aujourd'hui. Un pont est réparé et il nous en reste encore 2 à construire. Un à Rachabo et sûrement un autre à Archilo. Ces ponts sont indispensables. À nous, à cette journée et au bon travail qui a été fait. Que Dieu nous garde en bonne santé. Tout ce que je souhaite, c'est que l'on continue de protéger la nature et de vivre en harmonie avec elle, comme le faisaient nos ancêtres. On a chassé, abattu des arbres, mais c'était toujours par nécessité. C'est pourquoi ici, à Ref Surati, la nature a été préservée et demeure aussi belle. Non loin de Tbilissi, la capitale, des ours bruns et des loups du Caucase ont trouvé refuge. C'est pour les protéger que Soso Djikourishvili a fondé le centre zoologique il y a de ça 12 ans. Aujourd'hui, ils n'auront que du pain et des carottes. Mais on leur donne parfois aussi des fruits et de la viande. Ils ont besoin de viande. C'est essentiel pour eux. Soso est tombé sous le charme de cette ours femelle le jour où il l'a recueillie blessée il y a quelques années.
Quand cette ours est arrivée parmi nous, elle n'avait que 4 semaines. On a d'abord dû la nourrir à la pipette, car elle ne pouvait rien manger toute seule. Aujourd'hui, elle a 5 ans. Elle est apprivoisée et c'est la petite préférée de l'équipe. Soso Djikourishvili est employé au Théâtre national de Tbilissi. Il travaille ici à titre bénévole. Il arrive que des chasseurs tuent les mamans ours ou les louves et emportent leurs petits chez eux, juste pour le plaisir. Quand par chance, les autorités sont alertées, les chasseurs sont sanctionnés. Et les animaux sont saisis puis transférés chez nous pour vivre avec leurs congénères. Mais ils ne peuvent plus retourner à la vie sauvage. Au braconnage, qui est un véritable fléau ici, s'ajoute la destruction de l'habitat des ours, car les forêts sont transformées en terres agricoles. 2 facteurs qui entraînent une baisse de la population d'ours bruns dans le Caucase. Relâcher des animaux sauvages est difficile partout, et dans cette région en particulier. Une fois que les animaux ont grandi auprès des hommes, il faut leur réapprendre à craindre les humains et à éviter les zones habitées. Nous ne pouvons donc pas les relâcher. Ils sont condamnés à vivre en captivité. On aimerait construire des enclos plus grands pour améliorer le bien-être des animaux en captivité. On voudrait aussi plus d'arbres. Mais tout cela a un prix, et pour l'instant, c'est impossible. Le hameau de Chatili surplombe les gorges d'Arouni à 1400 mètres d'altitude et semble avoir littéralement poussé de la roche. Les maisons et tours communiquent entre elles par des portes, si bien que les habitants pourraient théoriquement passer d'une maison à une autre sans avoir à sortir. Cette ancienne forteresse n'est presque plus habitée. L'été, ce village médiéval accueille surtout les randonneurs. Cette année, Chatili a été quasiment déserté à cause des intempéries. Une période compliquée pour Gheorghi Shincharaoli, tenancier du café local. Cette année, on n'a quasiment pas eu d'électricité pendant tout le mois de juin. On a beau être peu nombreux dans le village, on a quand même dû jeter plusieurs milliers de laris de denrées alimentaires, car les réfrigérateurs ne fonctionnaient plus. À tout juste 20 ans, Gheorghi Shincharaoli est venu s'installer dans la tour de ses ancêtres. C'était il y a 6 ans déjà. Dès mon arrivée, j'ai aimé ce village. Le calme environnant, les paysages superbes et la nature, à l'opposé des rues bruyantes de Tbilissi. Pourtant, avec sa compagne Margaret Dayaouri, ils regrettent parfois leur courageuse décision d'être venus vivre ici. C'est intéressant, mais difficile. Les défis sont nombreux. Sans fenêtres, les hivers sont rudes et sombres. Mais c'est beau de vivre dans ces lieux chargés d'histoire, où nos ancêtres ont vécu avant nous. Le plus dur, c'est de devoir passer 7 mois totalement coupés du monde. Les routes sont fermées à l'automne à cause des chutes de neige. Et jusqu'au printemps, impossible de prendre la voiture dans la vallée pour se rendre à Tbilissi. Sauf si un hélicoptère passe par là.
la police des frontières quadrille de manière aléatoire les différentes localités isolées. Avec un peu de chance, il y a de la place dans l'hélicoptère pour transporter quelques habitants au-delà de la vallée. J'aimerais que cet endroit bénéficie de meilleures infrastructures, d'une route fonctionnelle qui puisse nous relier facilement à Tbilissi et aux autres régions de la Géorgie, sans compter l'accès aux soins médicaux ou tout simplement à Internet. Bref, le minimum requis pour vivre au XXIe siècle. Tina Nakeouri est l'unique teinturière de la région. Elle maîtrise encore la technique de fabrication de couleurs naturelles. Pour ce faire, elle cueille fleurs et herbes aromatiques dans les montagnes environnantes. J'ai l'habitude de ramasser des herbes tout l'été. Chez nous, c'est la montagne. Rien n'est plat par ici, sauf au bord de la rivière. À part ça, tout est toujours en pente. Tina a 63 ans. Du temps de l'Union soviétique, elle était ingénieure en système de réfrigération. Après la chute du régime, elle s'est reconvertie dans l'artisanat. Dans ma famille, toutes les femmes avaient des mains d'or. Ma grand-mère, ma tante, ainsi que ma mère avaient chacune leur spécialité. Moi, j'ai décidé de m'intéresser aux couleurs végétales, de partir en montagne cueillir des plantes sauvages. Toute ma famille a ri et a dit que j'étais folle. On n'est plus que 2 dans tout le pays à pratiquer la fabrication traditionnelle de couleurs naturelles. Tina veille à ne surtout pas cueillir les racines, afin que les fleurs puissent repousser d'année en année. Les fleurs violettes de l'origan créent des teintes allant du marron jusqu'au noir. Le vert s'obtient avec des fleurs jaunes. Les herbes mélangées à la laine cuisent pendant 4 heures ou plus, selon la teinte que Tina souhaite obtenir. Lorsque le soleil brille, je sors la laine de l'eau et je la fais sécher à l'air libre. Elle se colore ensuite avec le soleil. Si elle n'est pas assez foncée à mon goût, je la remets dans la marmite pour la nuit. Il faut souvent 1 semaine pour obtenir une laine totalement noire. J'aime ce processus de coloration. J'ouvre la marmite et je me demande si ça a fonctionné, si j'ai obtenu la bonne teinte. Quand c'est le cas, le résultat est extrêmement gratifiant. Au bout de 2 heures, la laine a déjà sa première coloration marron qui sent bon l'origan. On peut voir sans difficulté que ces couleurs sont uniques. Les couleurs naturelles sont agréables à regarder. Elles ne sont ni criardes ni tranchées. Au contraire, elles sont apaisantes. Il n'existe qu'une seule route pour se rendre à Barisaro.
un village à 1 heure de route du parc national. Là-bas, blotti dans les montagnes, se trouve une petite ferme. C'est ici que Tatyali Kokeli a grandi. Elle profite aujourd'hui des vacances scolaires pour rendre visite à sa famille. J'étudie la médecine vétérinaire et l'agriculture, car j'adore les animaux. J'essaie de rentrer le plus souvent possible pour passer du temps à la maison. Ma famille a toujours été là pour moi. Cette jeune femme de 19 ans a grandi sans téléphone ni accès à Internet. Le village le plus proche est à presque 10 km. Je ne me suis jamais sentie seule, car on a beaucoup d'animaux. Ils m'ont aidée à ne pas souffrir de la solitude, ce qui aurait sûrement été le cas sans eux. Bien que les Likokeli se soient équipés entre-temps de panneaux solaires pour l'électricité, la famille continue de subvenir à ses besoins sans appareils électroniques. Bien sûr, grandir ici n'a pas été facile. L'école se trouve dans le village voisin, à plus de 9 km. On y allait même quand il neigeait, car on avait envie d'apprendre. L'instruction est indispensable par chez nous. Regardez tout autour. Quand on vit dans un endroit pareil, on a forcément une relation profonde avec la nature. Tout est lié. Les animaux, la nature. Impossible de ne pas s'en rendre compte. J'aimerais devenir vétérinaire pour revenir vivre ici et reprendre la ferme. C'est pour aider les animaux que je suis partie étudier. Sans ça, je n'aurais jamais quitté la maison. Toute la nourriture est produite à la ferme. Tenir la ferme demande beaucoup de travail et les repas du soir sont un moment privilégié pour la famille. Dans le village de Pchavi, les hommes sont forts et ils le montrent. Tous les ans, ils rendent hommage au dieu protecteur des guerriers. À chaque fête, on pratique le ridoli, un art martial ancestral encore très répandu par ici. Afin de protéger leurs terres, les anciens habitants des montagnes devaient être capables de se défendre contre l'envahisseur. Avant, en Géorgie, la dague avait une symbolique forte. Un guerrier doit être comme son arme. Tout comme une dague coupe des deux côtés, l'homme doit avoir l'esprit tranchant et être à la fois rusé et fort. Noukrim Chedlishvili est maître en arts martiaux et enseigne cet art traditionnel à son fils de 13 ans. Je ne suis jamais fatigué. Je peux combattre à l'infini.
Un Géorgien n'est jamais fatigué. C'est ce qu'on se répète pour se motiver. On ne se permet jamais d'être fatigué. La discipline joue un rôle important dans le Ridoli. Dans le temps, avant d'aller se coucher, chaque homme devait préparer des provisions pour 3 jours et 2 paires de chaussures. Ainsi, si les cloches sonnaient pendant la nuit, signe que l'ennemi approchait, il n'avait pas besoin de chercher ses affaires dans l'obscurité. Lors de la fête, danser est la seule activité que femmes et hommes sont autorisés à pratiquer ensemble. Un animal est sacrifié au dieu de la guerre. On n'a pas le droit de rapporter la viande à la maison. Les restes doivent être mangés sur place, par les femmes les plus démunies, comme les orphelines ou les veuves. Des coutumes et des traditions, comme on n'en trouve nulle part ailleurs. Des populations qui ne font qu'un avec leur terre et leur mode de vie depuis des générations. Ici, la nature est restée intacte, à l'abri de la civilisation. Telle est la vie dans le nord de la Géorgie.